intervention parce que ça m'évoque la fraternité qui existe au niveau des expéditions polaires, au sein des équipes. Et on est dans des situations où on ne choisit pas les personnes avec qui on part. Donc on fait avec les personnes qui sont présentes. On ne choisit pas leur caractère, on ne choisit pas leur centre d'intérêt. Là, récemment, dernier trajet que j'ai fait, tout l'équipage, et je suis rentrée, j'étais la seule passagère, tout l'équipage était quasiment climato-sceptique. Donc c'était assez intéressant comme voyage. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cet apprentissage de comment on fait société ensemble, comment on décide ensemble, alors qu'on a des peurs, des besoins différents, etc. Et effectivement, ça aussi, c'est une sacrée aventure. Et je pense que ça aussi, c'est important de l'expérimenter, cette fraternité qu'on retrouve là-bas, qui est absolument indispensable et qui permet d'avancer. Donc moi justement, je voudrais savoir pourquoi est-ce que dans le truc, on nous voit, enfin dans le film, on ne voit que des hommes. Alors c'est une très bonne question. Les femmes en Antarctique, c'est un vaste sujet qui en fait est très jeune. Donc la première femme qui a eu l'autorisation d'hiverner en Terre Adélie, c'est en 2000 pour la France. Et il y a eu quelques pionnières qui ont fait des trajets. Du côté des océanographes, on est un peu plus nombreuses depuis plus longtemps, donc tout est relatif. Parce que finalement, quand on est océanographe, on ne fait que passer. On est sur le bateau, on ne reste pas sur le continent. Donc on fait des allers-retours avec le bateau, on ne reste pas. Et bien oui, effectivement, il y a très peu de femmes. Et la première femme technicienne qui a hiverné, c'était au premier hivernage de Concordia en 2003, qui était d'ailleurs chef de base. Et très souvent, c'est le médecin qui se retrouve chef de base et la seule femme, parce qu'ils aiment bien aussi expérimenter les associations. Il faut savoir que les hivernages en Antarctique, ils servent beaucoup pour tester les vols spatiaux longue durée. Donc il y a des essais, combien d'hommes, combien de femmes, ils mixent un petit peu comme ça les personnes. Et moi je suis assez déçue des dernières années, il y a quand même souvent très très peu de femmes. Voilà, donc ça, pourquoi on n'en voit pas? Parce qu'à l'époque où sont tournées les images de l'année géophysique, c'est une période où les femmes restaient sur le quai. Et c'était celles qui recevaient les lettres. Ça a un peu évolué quand même, mais même pas beaucoup. Je crois que c'est... Est-ce que c'est nos collègues australiens, oui, où il y a quasiment... parfois, il y a la parité. Et pour les océanographes françaises, il y a quand même aussi une particularité, il y a beaucoup de femmes. J'ai eu l'occasion de faire une campagne en mer sur le Polarstern, donc c'est le bateau brise-glace allemand, entre le passage, au niveau du passage de Drake, donc c'est le Cap Horn. Et on s'est retrouvé la parité, autant d'hommes que de femmes, au niveau des scientifiques. Quand je suis montée à bord, j'ai eu l'impression qu'il y avait une majorité de femmes. J'ai compté, et en fait, il y avait autant d'hommes que de femmes. Et c'était cette anomalie, c'était tellement rare d'avoir autant de femmes à bord, j'ai eu l'impression qu'il y en avait énormément. Et ce qui était intéressant, c'était la réaction de nos collègues allemands, qui étaient donc les matelots et les officiers, qui étaient à bord, qui étaient extrêmement surpris qu'il y ait autant de femmes, d'autant plus qu'elles étaient toutes à des postes de responsabilité. Donc là, on peut faire un petit cocorico, parce que c'est quand même pas... C'est rare en océano de voir ça, surtout en physique. C'est bien. À propos de la COP21, on a claironné des tas de résultats, mais combien de pays ont réellement aujourd'hui ratifié les accords? Il y a 4 des dirigeants qui sont déjà partis, Madame Toubiana, Fabius, il y en a 2 autres. On a l'impression que la machine est laissée un peu en roue libre. Je ne suis pas férue complètement
justement de tout ce qui se passe au niveau de la COP 21, surtout d'un point de vue gouvernemental. En fait, la COP 21, comme c'est dit d'ailleurs dans le film, c'est une succession depuis des années, au moins 21, de conférences et de réunions et de discours. Il y a une évolution lente, on va dire, d'un point de vue de ceux qui ont le pouvoir de décision. Ça ne reste aussi qu'une conférence de l'ONU. Ça ne représente pas tout le monde. Ce qui est intéressant dans la COP 21, c'est l'écho que ça peut faire dans la société, à mon sens. Donc là, c'est vraiment une vision très personnelle. Je ne sais pas ce qui va se passer au Maroc pour la COP 22. Je pense que c'est notre vigilance et qui fera la différence. Après, il y a des enjeux géopolitiques majeurs qui sont très délicats et qui se reconnectent un peu avec l'Antarctique, parce que l'Antarctique, c'est un... Donc il y a l'Arctique et l'Antarctique. Donc vous savez que l'Arctique, c'est un océan gelé et qui a avec des revendications territoriales. L'Antarctique, c'est un continent glacé où il n'y a pas d'enjeu territorial. Et encore, je mets des bémols parce qu'il y a l'Argentine, le Chili, l'Amérique du Sud. Enfin, il y a pas mal de tous les pays qui sont pas très loin sont prêts à revendiquer des espaces. Mais il y a un autre, celui qu'on appelle le troisième pôle, que vous connaissez peut-être, qui est le plateau tibétain, qui se retrouve aussi une zone de réserve d'eau douce, qui a un enjeu géopolitique majeur et que les scientifiques essayent de mettre dans le champ du bien commun. Et là aussi, il y a aussi des enjeux extrêmement forts. Parce qu'à la COP 21, moi, quelque chose qui m'a profondément dérangée, c'est que dans la COP 21, on ne parle pas du tout, par exemple, d'agriculture. Or, et donc, du coup, en fait, en gros, c'est... Bon, enfin, je ne veux pas lancer ce débat-là, parce que ce n'était pas le sujet du film, mais on en parlera peut-être après. Et qu'est-ce que deviennent les recherches pour... merci. Les recherches dans l'Antarctique que certains pays veulent mettre en place pour puiser des richesses naturelles justement sur les calottes glaciaires, parce que j'ai lu des articles là-dessus, où s'en est ça, et ainsi que la route qu'ils veulent percer à travers les glaciers. Où s'en est tout ça? Parce que là, ça va être un véritable désastre. Enfin, il y a même des promeneurs aussi qu'on emmène, hein, il faut le savoir. C'est très amusant. Merci de me rappeler ça, parce que justement, il y a plus. Je voulais partager ça avec vous aussi ce soir. C'est qu'il y a quand même plusieurs ans, griffes sur le traité de l'Antarctique au niveau de. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'activité commerciale en Antarctique. Or, il y en a déjà deux. Il y a le tourisme, et puis il y a aussi une pêche qui commence à être tolérée, accordée sous certaines conditions. Moi, sur plus de 10 ans d'expérience sur le terrain, j'ai vu sur la même zone, je revenais tous les ans, j'ai vu évoluer le comportement des oiseaux marins. Avant, au début, quand on mettait des engins à l'eau, ils n'en avaient rien à faire. Les albatros continuaient, tous les oiseaux, ils passaient leur chemin. Et puis, à partir à peu près de 2009-2010, il a commencé à y avoir des rassemblements de squats, de tout un tas de tous les oiseaux qui sont présents là-bas, et un peu comme les mouettes à l'arrière d'un chabut. Et typiquement, c'est un comportement associé à une activité de pêche. Donc ça prouve, puis on retrouve des flotteurs, on retrouve des traces de pêche illégale, et qui ont en fait, il y a un pan qui sans doute va s'ouvrir. Donc les recherches en Antarctique, on n'interdit pas la recherche géologique, c'est celle qui est la mieux financée. C'est là où on trouve toujours le plus de fonds, tout ce qui est sismique, roches, connaître le substrat, etc. Donc c'est toujours là qu'on arrive à avoir le plus de moyens. Et c'est pas pour rien. Donc finalement, tout est prêt. Tout est prêt pour ouvrir les routes, pour faire venir des moyens absolument dantesques pour ramener des icebergs, pour en faire de l'eau douce. Tout ça, c'est prêt. C'est juste, on attend la mise en
place de la légalité. Donc oui, ça avance et il y a des résultats et il y a des avancées scientifiques qui sont faites. C'est le paradoxe de la science. Et à un moment, on se dit, pour aller faire de la science en Antarctique, ça devient attention. Et là, il y a ce garde-fou éthique qui pour l'instant existe. Jusqu'en 2041. Jusqu'en 2041. Alors, peut-être que ça va s'arrêter avant. Hein, Les Chinois viennent en force en Antarctique. Et c'est aussi parce que c'est un clan de... C'est un peu comme... c'est le clan des anciens puissants, c'est-à-dire des anglo-saxons, des européens, enfin je veux dire des américains, européens, le Commonwealth, voilà. C'est ça, c'était ça essentiellement, et l'Amérique du Sud aussi. Enfin, ce sont les acteurs, et les Russes, les acteurs qui se trouvent en Antarctique. Maintenant, les pays émergents, ils veulent leur part aussi. Et ils veulent jouer aussi dans le club. Est-ce qu'il y a eu des découvertes de matières premières au niveau de l'Antarctique qui seraient potentiellement exploitables par la suite? Parce que je pense que dès qu'il y aura quelque chose qui vaudra le coup, je crois que toutes les bonnes résolutions y tomberont. Vous avez tout à fait raison, c'est une mine, l'Antarctique. C'est bourré de pétrole, d'uranium, de toutes les choses qu'on recherche. Pour l'instant, le coût d'exploitation reste prohibitif. Et quand on voit ce qui est fait en Arctique, ça fait peur. Il est grand temps de trouver d'autres modes d'énergie et surtout de réduire notre consommation d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place justement pour que le traité continue ou pour que cette terre puisse pas être rachetée par un pays ou occupée au moins par un pays en particulier? Eh bien, il y a le comité du traité de l'Antarctique et puis des actions citoyennes, j'ai envie de dire. Et là aussi, je pense que c'est loin l'Antarctique, surtout pour la France, donc on peut se dire, oh l'Antarctique. C'est une des raisons, personnellement, pour laquelle je continue à garder une activité sur l'Antarctique, parce que c'est cette partie-là que je souhaite protéger finalement. Donc en gros, j'ai un siège dans le cadre d'un comité scientifique antarctique, c'est le conseil scientifique du traité de l'Antarctique pour la physique. Et finalement, moi, je garde ce siège en attendant les plus jeunes pour 2041. Moi, je ne serai plus dans le paysage. Mais donc, du coup, voilà, il faut quelque part tenir un petit peu. Et puis, sensibiliser les jeunes aux problématiques de ce qui va se passer en 2041. Pour que nos politiques soient vigilants là-dessus. Au-delà de nos comportements personnels, si on n'est pas pauvre, on peut aider en leur donnant de l'argent les ONG qui luttent dans ces domaines-là, comme par exemple Greenpeace ou d'autres. Oui, c'est vrai, et ce sont des ONG qui peuvent faire pression. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un peu la COP21, il y avait énormément d'ONG. Voilà, il y a effectivement. Voilà, et sur le pays d'Inan, je profite d'avoir le micro pour en parler. Le 29 avril, il y a le Conseil de développement qui invite Jean Jouzel, donc qui fait partie, tu parlais tout à l'heure du GIEC, voilà, qui sera présent. Et donc le vendredi 29 avril à 20h, il y a la projection d'un petit documentaire sur l'île de Samsø au Danemark, qui est donc en transition énergétique, je pense, terminée. Voilà, qui est autonome. Et voilà, après, Jean Jouzel va faire une petite conférence pour... Voilà, c'est dans le cadre du Conseil de développement qui souhaite faire entrer le pays d'Inan dans la transition énergétique. Il y a l'exemple un peu moins loin de Ouessant aussi, hein, qui essaye d'être autonome en énergie. Une dernière chose. Une dernière chose.
Merci. J'ai dit dans ma première intervention qu'on pouvait agir évidemment localement et citoyennement. Moi, j'insiste là-dessus parce que j'ai donné un exemple du goudron. Il y a des petites communes autour de Dinan qui étalent du goudron partout. Hein, et personne ne réagit là-dessus. Donc voilà. Je pense l'exemple, je pourrais en donner d'autres, sur les choix de politique. Voilà. Parce que Dinan, si on veut, on pourrait justement faire de ce pays de Dinan, de cette ville, créer des valeurs exemplaires. Moi, j'ai déjà parlé avec le maire de cela, de certaines idées, de lancer des idées. Bon, on voit bien que tout ça, ça traîne un peu. Il y a de l'agenda 21 par-ci qui n'arrive pas à faire des choses parce que les politiques, ils bloquent. Il y a du conseil citoyen qui s'occupe un peu de petite cuisine. Bon, voilà. Donc, mais je crois qu'il y a des choses plus importantes à faire que cela. Et il y a des villes comme aux États-Unis, on voit des reportages, il y a des villes aux États-Unis, par exemple, moi j'étais sidéré, où il y a manifestement des forces très grandes pour lutter contre justement ce mode de vie, parce qu'il n'y a pas que la question énergétique, il n'y a pas que tout ça, simplement que ce mode de vie est stupide tel qu'on l'est, tel qu'on le vit avec la consommation. Donc ils roulent à vélo là-bas dans une ville, je ne sais plus où, les restaurateurs font de la cuisine avec des produits bio, etc. Tout ça. Donc on pourrait très bien, Dinan, faire quelque chose d'exemplaire. Voilà, il s'agit de s'y mettre, puis de refuser, et de ne pas toujours être dans le fatalisme. Merci. Du coup, je rebondis sur votre... parce qu'il y a des actions sur le pays de Dinan qui sont déjà engagées et en cours. Alors, sur l'Envalais, il y a les incroyables comestibles. Ça, c'est un peu caricatural. Ah, j'aimerais bien avoir votre argument, mais on en discutera peut-être autour d'un verre de whisky. Parce que... bon, ça c'est... je pense que ça... Alors, je crois que c'est l'état d'esprit des incroyables comestibles, peut-être qu'il faut rappeler. L'incroyable comestible, le but du jeu, c'est de planter une graine et de voir que ça peut pousser et de se réapproprier justement les trottoirs. C'est un peu crack bitume, il y a une association au Canada qui s'appelle comme ça, donc je pense que ce titre-là devrait vous plaire. Oui, crack bitume. Et il ne faut pas l'attendre, il faut le faire. Vous pouvez le faire, ça se fait à Rennes, où on casse un peu les trottoirs pour faire pousser des choses comestibles. Ça se fait à Paris, ça se fait dans plein d'endroits. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont peut-être discrètes, qui sont peut-être pas sur le devant de la scène, mais il y a effectivement ce côté de se réapproprier notre pouvoir de le faire sur l'espace public, et il y a cette notion du bien commun, et je me permets du coup de reconnecter avec le film à chaque fois, parce qu'il y a cette notion-là fondamentale pour moi en Antarctique, et c'est ça qui m'intéresse, et à replacer après à plus petite échelle ou de façon locale, c'est le bien commun. Qu'est-ce qu'on fait dans nos sociétés du bien commun? Merci beaucoup Emmanuel pour ton intervention. Est-ce que c'est possible une toute dernière? Une toute dernière, mais... Une toute petite question. Oui. Toi, Emmanuel Sultan, une fois que tu es sur le bateau, tu fais quoi? Alors, ça consiste en quoi? Je lutte contre le mal de mer. J'essaye de garder les neurones le plus clairs possible. Et je fais le travail pour lequel... oui, mais est-ce que c'est secret? Ça consiste en quoi? Ça dépend, parce que moi, parfois, j'ai pas de financement pour y aller, et donc du coup, je fais toutes les manips possibles et imaginables pour pouvoir payer mon trajet. Donc, je vais mesurer le P de CO2, je vais mesurer le pH, je vais mesurer la température de la mer. Voilà, je vais faire des prélèvements d'air, d'eau. Ouais, voilà, donc des prélèvements, la collecte d'échantillons, des choses comme ça. Oui, ça. ça c'est sur le trajet, et ensuite vraiment sur mon terrain, eh bien, je vais mettre à l'eau des engins qu'on va laisser une année sous forme de mouillage. Les récupérer l'année d'après, décharger les données, analyser les données, reconfigurer, réparer ce qu'il y a à réparer. Et cette année, j'ai participé à des travaux sur le continent, pas très loin, 17 km, mais pour un chercheur qui en fait qui a travaillé au début avec Claude Lorius et qui travaille sur la neige soufflée. Donc on étudie, vous voyez dans le film quand on voit ce vent qui amène la neige,
Et bien du coup, c'est que dans un endroit, on va avoir une accumulation de neige. Donc quand on mesure les carottes, il s'avère que c'est pas une neige qui est, ni une glace qui est formée sur place, elle vient d'ailleurs. Donc il y a tout un tas d'études qui vient étudier cet effet d'entraînement par le vent de la glace, qui elle a été en fait érodée. Voilà, j'ai fait aussi, j'ai participé au tagage de phoques de VDL, repérage de la naissance de petits. En fait, j'ai fait la cuisine, on fait tout, hein. C'est du ménage pour le pied. Bon, merci. Il y a donc Alistair qui vous attend à côté. Ne lui demandez surtout pas un glaçon, il va faire un bon. Voilà, nous on se retrouve demain pour le film Sud au Nord déplacé, donc avec le réalisateur Antoine Boutet et donc Bruno Ricard, qui est donc ingénieur en traitement de l'eau et maire de Lamballe. On va parler de l'eau en Chine et à Dinan. Voilà, bonne soirée, bonne fin de soirée.